Nous allons commencer ce chapitre sur les matières colorées en parlant d'absorbance et en étudiant la loi de Beer-Lambert. Nous allons commencer par parler de pigments et de colorants, donc des espèces colorées qu'on utilise dans la vie de tous les jours, qui peuvent avoir différentes origines. Tout d'abord, l'origine peut être végétale, comme la chlorophylle. Alors végétale, ça peut être la feuille, la racine, la fleur d'une plante. C'est le cas aussi de la fleur d'indigotier, qui sert à colorer en indigo notamment les jeans. L'origine peut être minérale, ici par exemple on a un minerai d'azurite, l'azurite qui est une roche bleue. Ça peut être aussi des minerais de fer qui servent notamment à créer des pigments orange et jaune. Et enfin l'origine peut être animale, comme par exemple l'encre de sèche qui est noire, et le rouge cochenille qui provient tout simplement de petites chenilles broyées qui est beaucoup utilisée en industrie agroalimentaire. Les différentes utilisations des colorants et des pigments, l'industrie textile, on en a parlé déjà, l'industrie agroalimentaire, beaucoup de colorants dans les aliments, et enfin tout ce qui est peinture, teinture, etc. La différence entre un pigment et un colorant se voit sur cette image. On voit que l'élianthine et le vert de malachite sont bien solubles dans leur solvant, alors que le charbon et l'indigo sont en suspension sur le solvant. Voilà la différence entre les colorants et les pigments. Les pigments sont insolubles dans le solvant utilisé, donc c'est le cas du charbon et de l'indigo, mais ils sont emprisonnés lorsque le colorant sèche ou s'évapore. C'est le cas par exemple d'un stylo à billes. Stylo à billes, c'est de la résine avec des pigments en suspension dedans, et quand l'encre sèche, en fait la résine sèche et les pigments restent emprisonnés dans cette résine. Les colorants, eux, sont solubles dans le solvant utilisé. On va parler un petit peu d'absorbance, on a déjà parlé d'absorption de lumière. Donc ici, l'absorbance, en fait, c'est la quantité de lumière absorbée par une solution. Donc la proportion de lumière par rapport à la lumière incidente. On peut mesurer la proportion de lumière absorbée et la proportion de lumière transmise. On va s'intéresser à l'absorbance. Donc on voit sur ce spectre ici, par exemple, que selon la longueur d'onde, la solution n'absorbe pas de la même façon. Elle absorbe essentiellement autour de 800 nanomètres, c'est-à-dire dans le rouge. Donc elle absorbe plus le rouge que les autres couleurs. Si la solution absorbe le rouge, on l'a vu déjà précédemment, c'est qu'elle transmet le bleu et le vert. C'est donc une solution qui va nous paraître à nous cyan, superposition de bleu et de vert, c'est-à-dire une solution bleu clair. En réalité, il s'agit du spectre du sulfate de cuivre. Le sulfate de cuivre est une solution effectivement qui est bleu clair, donc qui absorbe au maximum le rouge, qui absorbe au maximum dans sa couleur complémentaire. C'est à ça qu'on peut reconnaître la couleur d'une solution. En regardant son spectre d'absorption, on détermine la valeur de l'absorbance maximale et on va chercher la couleur complémentaire qui correspondra à la couleur de la solution. Alors pour ça, on peut utiliser un cercle chromatique un petit peu plus détaillé que les simples couleurs primaires et secondaires. Donc on voit que, par exemple, une solution qui va absorber dans le rouge va être cyan, donc c'est la couleur qui est diamétralement opposée dans le cercle. Une solution qui va absorber au maximum dans le jaune va être bleu. Une solution qui va absorber au maximum dans le violet sera vert-jaune, etc. Je vais juste parler rapidement de ce qu'est un indicateur coloré. Donc un indicateur coloré, c'est une molécule dont la couleur absorbée va dépendre du milieu dans lequel il se trouve. Donc si la couleur absorbée dépend du milieu dans lequel il se trouve, forcément la couleur à apparaître de cette molécule va aussi dépendre de ce milieu. Donc ça peut dépendre du pH par exemple, de la température ou du solvant. Je reprends l'exemple du sulfate de cuivre qui est bleu en solution aqueuse et vert en solution alcoolique. On a une technique pour séparer les colorants, c'est la chromatographie sur colonne, donc on a vu en TP. Donc on prend une burette par exemple, on place dans cette burette de la silice et en haut de cette burette un mélange de colorants. Donc ici on a un colorant vert qui on suppose est formé d'un mélange de colorants bleu et jaune. Par-dessus on place un solvant qui va entraîner de différentes façons les constituants de notre mélange de colorants. Donc le solvant va descendre par gravité dans la burette et va entraîner plus rapidement le colorant qui y est le plus soluble. Par exemple, on voit ici que le jaune descend plus vite que le bleu, ça veut dire que le jaune est plus soluble dans le solvant qu'on a utilisé que le bleu. Donc évidemment, il faut choisir un solvant en conséquence, selon ce qu'on veut récupérer d'abord et selon à quel point on veut séparer nos colorants. On peut donc récupérer séparément le colorant jaune du colorant bleu. Donc cette technique est appelée la chromatographie sur colonne.
On va parler maintenant de la loi de Beer-Lambert et pour ça je vais faire quelques petits rappels de secondes pour commencer. L'image que vous avez ici, c'est une échelle des teintes pour montrer tout simplement que selon la concentration de la solution, l'absorbance va être différente. On voit qu'on a une solution qui est bleue plus foncée à gauche qu'à droite parce que la concentration est plus importante. Alors pour ça, il faut être capable de calculer évidemment la concentration. Donc deux petits rappels, la concentration molaire en mol par litre se calcule en divisant la quantité de matière en mol par le volume de la solution en litres et la concentration massique se calcule en divisant la masse en grammes par le volume de la solution en litres. Ce sont des notions dont vous aurez besoin pour la suite. La loi de Beer-Lambert, c'est le lien entre l'absorbance et la concentration. Cette loi nous dit que l'absorbance est proportionnelle à la concentration. Alors on a fait l'ETP avec le colorimètre, donc c'est un colorimètre qui nous permet de mesurer l'absorbance. Il faut faire attention à deux choses quand on utilise un colorimètre. La première, c'est de régler le colorimètre sur la longueur d'onde la plus proche de la couleur complémentaire de la solution, ce qui nous permet d'avoir une gamme d'absorbance plus grande et donc des mesures plus précises. Et il faudra veiller à faire le blanc avec le solvant de la solution. S'il s'agit d'une solution aqueuse, il faut faire le blanc avec de l'eau, pour dire A égale 0 pour de l'eau sans espèce chimique dedans, ce qui nous permet de mesurer uniquement l'absorbance de l'espèce chimique en solution et non du solvant. Donc A égale K fois C, absorbance égale K, un coefficient de proportionnalité fois la concentration. Donc l'absorbance n'a pas d'unité, le coefficient de proportionnalité est en litres par mol, il dépend de la longueur d'onde qu'on aura choisi pour le colorimètre, de la nature de l'espèce, de la longueur de solution traversée, mais aussi de l'appareil. C'est pour ça que quand on fait une série de mesures, il faut toujours la faire avec le même appareil. Et enfin, c'est la concentration en mol par litre.